Miss Clara Bow. Clara Bow. Clara was from the first generation that was influenced by movies. She just loved what she was doing. It was a dream come true. She couldn't believe this was happening to her. She received more than 45,000 fan letters in a single month. She had an enormously expressive face. Gossiping about somebody. For a nice, juicy scandal. What she was doing without realizing it was exposing the hypocrisy of all these other actresses who were putting on airs and pretending like they were so refined. Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. Durant les années 20, Clara Bow est l'une des stars du cinéma qui rapporte le plus. Derrière toute cette gloire, elle en paie le prix régulièrement. Harcelée par les médias diffusant de fausses rumeurs à son égard, elle sombre lentement dans un état d'anxiété généralisée qui la poussera à mettre un terme à sa carrière. And she was scared to death. People had true panic attacks. The Hollywood intensity. There's almost no way to talk about Clara Bow's father without being insulting. And he was known to walk around saying, "Hello, I'm Clara Bow's father," especially to extra girls. Her mother was hovering over her with a butcher knife. You voluntarily quit films at the pinnacle of your career. Épisode très excitant aujourd'hui puisqu'on parle de la carrière et de la vie de Clara Bow, celle qui a inspiré le personnage de Betty Boop. Je m'attends à un épisode assez long avec Madame Bow puisque vous allez voir, en plus d'une riche carrière au cinéma, elle a fait énormément parler d'elle. Bow fut l'une des femmes les plus scandaleuses d'Hollywood par son style de vie très libre. Elle faisait un peu ce qu'elle voulait, elle disait aussi ce qu'elle voulait à propos de tout et de rien. Elle est l'une des premières vedettes les plus médiatisées à travers le monde. Clara Bow voit le jour en plein cœur de Brooklyn dans le quartier de Prospect Heights en 1905. Sa date de naissance reste un certain mystère puisque plusieurs documents existent. Certains de ces documents font naître Bow jusqu'en 1910. Ici, en recensant plusieurs sources, j'ai décidé de prendre la date de 1905 puisque c'est celle qu'on retrouve le plus souvent et que Bow a elle-même déclaré plus tard lors d'entrevues. Le quartier de Prospect Heights est un quartier à l'époque beaucoup moins chaleureux qu'aujourd'hui. C'est dans ce coin de Brooklyn qu'on y retrouve la pauvreté et beaucoup de personnes vivant avec différents problèmes comme l'alcoolisme, mais aussi des psychotiques. Le taux de criminalité est également assez élevé à l'époque. Clara est la troisième et dernière fille d'un couple aux multiples problèmes. Robert Walter Bow et Sarah France Bow. Robert et Sarah ont perdu leurs deux précédents enfants nés en 1903 et 1904 de maladies infantiles. Si le premier enfant du couple avait survécu quelques mois, le second mourra à la naissance. À sa sortie de l'hôpital en 1904, le docteur aurait donné un avertissement au couple. Si Sarah retombe enceinte, elle pourrait faire face à de nombreux problèmes suite à l'accouchement si elle ne décède pas pendant l'opération. Le couple n'écoutera cependant pas le docteur et déterminé à mettre au monde puis à élever au moins un enfant, Sarah retombe enceinte à la fin de l'année 1904. Lorsqu'elle accouche de Clara en juillet 1905, la mère passe près de mourir ainsi que le bébé. Par miracle, les deux survivent. Durant toute sa petite enfance, Clara est témoin des nombreuses problématiques de ses parents. Son père, Robert, est un alcoolique incapable de passer une seule journée sans boire plusieurs bouteilles. Il est aussi très souvent congédié des emplois qu'il trouve souvent sur le coin d'une table. Les revenus de la famille sont plus que minces. Sa mère, Sarah, se prostitue à l'occasion afin de rapporter quelques dollars supplémentaires et mettre un peu de pain dans les mains de sa fille. Sarah est aussi une femme considérée étrange. Elle est en fait psychotique. Persuadée d'être constamment suivie et épiée, la mère fait déménager la famille à plus d'une quinzaine de reprises durant l'enfance de Clara. Sarah dit également entendre des voix et enferme parfois sa fille dans des placards afin de la protéger de ces fameux esprits. Ces troubles mentaux auraient été provoqués des suites d'un accident subi à l'âge de 16 ans. Ces mêmes troubles mentaux poussent le père de famille à fuir la maison familiale, laissant la petite Clara avec sa mère qui ne peut pas toujours en prendre soin.
L'enfance de Clara Bow est malheureuse. Elle comprend rapidement que sa mère a plus besoin d'elle qu'elle en a besoin. Au lieu d'aller jouer avec les enfants de son âge, Clara s'occupe de sa mère. Étant rejetée par ses camarades, surtout les filles, ce n'est pas un problème accablant pour la future grande star. Dès ses 8 ans, elle est capable de cuisiner un repas pour toute la famille. Repas qui sert également de reste pour la semaine à venir, son père manquant souvent à l'appel. La jeune Clara Bow trouve réconfort et oublie sa vie misérable lorsqu'elle se rend au cinéma. Elle devient obsédée à l'idée de faire carrière à l'écran dès son adolescence. Elle se rend régulièrement dans les cinémas de la ville, quelques sous en poche, suffisamment pour payer ses entrées, puis regarde avec passion les derniers films. Elle admire Lillian Gish, l'une des actrices dramatiques les plus reconnues à l'époque. L'adolescente est fascinée et intriguée par le style de vie que peuvent mener ces stars de l'écran. Elle s'imagine dans des salons luxueux discutant avec les plus beaux acteurs. Elle fait d'ailleurs part de ses ambitions, très grandes, de devenir actrice à ses parents. Si son père reste indifférent au rêve de sa fille, sa mère, elle est loin d'être enthousiaste. En 1921, Clara vit ses premières expériences cinématographiques lors d'un concours organisé par le Brewster Magazine. Chaque année, le Brewster Magazine organise le concours Fame and Fortune, qui donne la chance à de jeunes femmes de vivre l'expérience de la caméra. Dans les années précédentes, plusieurs participantes et gagnantes avaient trouvé un travail dans le milieu du cinéma. Il n'en fallait pas plus pour que Clara y participe. Elle passera toutes les étapes de sélection avec succès et fera les 5 tests de caméra, qui sont un peu comme la finale du concours. Durant ces screen tests, Bow démontre au jury qu'elle sait jouer à peu près tout, mais c'est son attitude ainsi que ses mimiques comiques qui plairont le plus aux juges. Elle remportera finalement le concours. Par contre, son jeune âge met un frein aux juges qui promettent que lorsqu'elle aura gagné en maturité, ils l'aideront à se trouver un premier rôle. Très heureuse de cette première expérience, Clara Bow est maintenant convaincue de vouloir faire carrière au cinéma. D'autant plus que désormais, elle a eu la confirmation par un jury qualifié que c'était possible. Sarah Bow a souvent entendu parler du rythme de vie effréné de ses vedettes et ne veut pas que sa fille baigne dans ce monde. Un monde qui semble si loin, différent et surtout inaccessible avec le leur. Une nuit de février 1922, Clara se réveille en sursaut. Sa mère se trouve au-dessus d'elle, couteau à la main, pointé à sa gorge. La jeune femme ne comprend pas du tout ce qui se passe et reconnaît le regard déconnecté de sa mère. Sarah se met alors à crier qu'elle préfère que sa fille soit morte plutôt que de la voir devenir actrice. Clara repousse alors violemment sa mère qui tombe au sol. Secouée, Sarah regagne sa chambre en rampant. Le lendemain matin, elle n'a plus aucun souvenir de l'incident. Clara vivra alors pendant quelques jours à la rue, craignant de retrouver sa mère. Robert Bow fera admettre sa femme dans un hôpital psychiatrique quelques semaines après cet incident. Suite à l'hospitalisation, Robert tombe alors dans une dépression, devenant à son tour de moins en moins connecté au monde l'entourant. À l'âge de 16 ans, Clara est violée par son père qui la prend pour sa femme. Suite à ce viol, Clara fait installer avec ses économies une serrure à sa chambre, se couchant avec une peur bleue de son père à tous les soirs. À la fin de son adolescence, Clara est un peu plus populaire à l'école. Elle se tient majoritairement avec des garçons avec qui elle joue au tir au poignet. Elle prend un malin plaisir à les battre à ce jeu d'ailleurs. À cette époque, elle n'a que très peu d'intérêt envers les principaux sujets que les filles de son âge parlent, et c'est surtout pour ça qu'elle se tient avec la gente masculine. Son apparence est une source de moquerie aussi de la part de ses camarades féminines. La famille Bow n'ayant jamais été très riche, Clara porte souvent les mêmes vêtements qu'elle ratisse lorsqu'ils sont troués. À cette époque, elle n'a aucun désir d'être attirante puisque pour la jeune Clara, l'amour n'est qu'une perte de temps qui pourrait nuire à son rêve de cinéma. Et avec le modèle que lui a donné ses parents, Clara n'est pas du tout intéressée à se trouver un amoureux. En 1923, Sarah France Bow décède des suites d'une violente crise d'épilepsie dans sa chambre à l'hôpital psychiatrique. Même si Clara entretenait avec sa mère une relation d'amour-haine, lors de ses funérailles, elle se décompose. Elle se jette sur le cercueil à la mise en terre et demande à ce qu'on l'enterre avec sa mère. Elle se met aussi à crier à l'hypocrisie de tous les membres de sa famille, n'ayant jamais réellement aimé et voulu aider sa mère. Elle les tient coupables de la dégradation de la santé mentale de sa mère.
Le cinéma appelle Clara Bow au loin. Le succès est tout proche et Hollywood encore plus. She just loved what she was doing. It was a dream come true. She couldn't believe this was happening to her. She's real. She had an enormously expressive face. Men and women like her equally. One of the most famous people in the world. She was one of the decade's most beloved and popular stars. She received more than 45,000 fan letters in a single month. Rappelons-nous, lorsqu'elle remporte le concours Fame and Fortune organisé par le Brewster Magazine en 1921, Clara Bow a beaucoup plu aux juges. Ces mêmes juges avaient promis à la jeune femme de l'aider à percer au cinéma. Cependant, c'est pas exactement ce qui s'est passé. Clara obtient un premier rôle grâce à ce concours dans Beyond the Rainbow, un drame d'un peu plus d'1 heure. Elle y joue Virginia Gardner, qui est en fait un personnage très secondaire. Durant le tournage, les producteurs du film se rendent compte que la femme peut pleurer sur demande, un atout très utile et très pesant quand vient le temps de passer à une actrice pour un drame. Après ce premier film, Bow est sans nouvelles des maisons de cinéma et est assez déçue par cette tournure. Elle s'attendait à voir pleuvoir les offres et les contrats. En allant voir la première du film Beyond the Rainbow, Clara et son père se rendent compte que toutes les scènes où Clara apparaît ont été coupées au montage final. Une nouvelle déception. Aujourd'hui, une version restaurée est disponible avec les scènes de Clara Bow ajoutées. Devant ce silence des compagnies de cinéma, Clara travaille dans un bureau à classer différents documents afin d'aider son père à payer les factures. Lorsqu'elle a du temps de libre, elle le passe à hanter les bureaux du Brewster Magazine à la demande d'un scénario. La jeune femme ambitieuse va littéralement harceler les gens du magazine. Mais à chaque fois qu'elle s'y rend, suppliant pour un rôle, on lui dit qu'elle est trop jeune, trop mince, trop grasse ou encore pas assez expérimentée. Jusqu'au jour où le Brewster Magazine entend parler que Helmer Clifton, un producteur, a besoin d'une actrice afin de jouer une tomboy, un garçon manqué en d'autres mots. Il en a besoin immédiatement pour commencer son prochain film Down to the Sea in Ships, un drame d'amour. Clifton, ayant aperçu Clara dans le magazine, va demander à la rencontrer dans son bureau. Bow va redresser ses cheveux sur sa tête, se maquiller rapidement et mettre une robe qu'elle a volée à sa mère. À son arrivée, le producteur éclate de rire, pensant que l'agence s'est trompée d'actrice. Mais Bow va se vendre et va affirmer qu'elle est bel et bien la fille sur les photos qu'il a vues. Étonné et charmé par l'attitude fonceuse de l'actrice, Clifton engage l'actrice sur le champ. Au départ, il veut lui offrir 35$ par semaine, mais Clara négocie son contrat à 50$. Déjà à ce moment-là, la jeune femme démontre un caractère assez fort, négociant avec un producteur reconnu alors qu'elle commence sa carrière. Down to the Sea in Ships sera un film qui aura des critiques mitigées. Cependant, ces mêmes critiques ne parlent qu'une seule et même personne, Clara Bow. Sa performance est grandement remarquée et plusieurs lui prédisent une immense carrière. On la compare déjà à des stars comme Mary Pickford, Gloria Svensson ou encore Lillian Gish. Tous des noms synonymes de gloire et que vous avez entendus maintes fois à close-up. Bow va par la suite enchaîner les petits rôles, mais continue à se faire une réputation dorée. Elle apparaît dansante sur une table dans Enemy of Woman en 1923. Même si au générique elle n'est pas créditée, certains journaux l'utilisent afin de mousser la promotion du film. Venez voir danser Clara Bow, la nouvelle étoile montante. La même année, sur le tournage de Daring Years, elle rencontre Mary Cars, qui sera sa première amie du milieu artistique. Mary va lui apprendre à se maquiller pour l'écran. Elle lui montre aussi la différence entre un maquillage pour la caméra, pour les photos, ainsi que pour la vie de tous les jours. De judicieux conseils que Bow écoute attentivement. Probablement grâce à son amie Mary Cars, l'apparence de Clara Bow change énormément entre 1922 et 1923. Elle devient de plus en plus le modèle de beauté qu'elle sera dans les années qui suivront. Elle tourne toujours en 23, Greet. Même si elle n'a qu'un rôle secondaire, elle est très heureuse d'être sur le plateau puisqu'elle y rencontre le réputé producteur Frank Total, qui a tourné des centaines de films au cours de sa carrière. Avec Total, elle tournera à 5 autres reprises dans le futur. Le scénario est également écrit par F. Scott Fitzgerald, un auteur également de renom.
Sur le plateau de Grit, elle rencontre son premier amant qui deviendra par la suite son premier amour, le caméraman Arthur Jacobson. Jacobson fera découvrir ce qu'est réellement l'amour à la jeune femme. Clara, qui s'était toujours tenue très loin de ce sentiment, était maintenant presque dépendante de son nouvel amoureux. Malheureusement, la relation ne va pas durer. Durant le tournage du film, Clara se fait aussi remarquer par Jack Bachman, un homme recrutant pour un studio indépendant à Hollywood, la Preferred Picture, une maison de production cinématographique qui se cherche une nouvelle tête d'affiche. Bachman se montre plus qu'intéressé par la jeune actrice, puisqu'il a beaucoup entendu parler d'elle. Il lui offre 50$ par semaine, mais Beau est inquiète. Elle trouve que ce montant est insuffisant et demande si elle ne se fait pas avoir. Son père, Robert, qui la suit partout, lui dit de ne pas s'inquiéter avec ça, que les grandes offres viendront un jour. Le 23 juillet 1923, Clara Bow quitte New York ainsi que son père pour la première fois de sa vie, pour rejoindre Hollywood où un contrat tout chaud l'attend chez la Preferred Picture. À son arrivée à Hollywood, le studio lui envoie Maxim Halton comme chaperon. Il ne faut pas oublier qu'en 23, Clara n'a que 18 ans et est encore une adolescente, qui connaît que très peu à la vie d'actrice. N'ayant pas grandi dans une famille aisée et n'ayant jamais eu d'horaire à respecter, la compagnie de cinéma ayant décidé d'envoyer Halton afin de lui apprendre la base d'un horaire. Peu de temps après son arrivée à Hollywood, Clara Bow est engagée pour le drame sentimental Maytime. Maytime est une adaptation d'une opérette populaire du même nom. À l'époque, pour la petite anecdote, Maytime aurait pu devenir l'un des premiers films à présenter une séquence en Technicolor. Cette séquence est en fait la dernière scène du film. Malheureusement, lors du montage, cette fin est égarée et la conclusion du film doit être retournée en noir et blanc. Encore aujourd'hui, cette séquence en Technicolor est perdue. Au cours de ce tournage de son premier film hollywoodien, la jeune femme se montre plus professionnelle que certains de ses collègues. Elle connaît ses scènes et se présente toujours prête à jouer. Elle démontre aussi sa capacité à pleurer sur demande qui deviendra peu à peu sa marque de commerce dans le milieu. À sa sortie, le film connaît un beau succès apporté selon les critiques par Clara Bow. Avant même que la sortie de Maytime se fasse, Bow apprend qu'elle est engagée dans l'une des plus grosses productions du studio, Poison Paradise. Cette production aura un énorme succès, ce qui amènera plusieurs offres à Clara. En 1923 et 1924, Bow est un nom qui apparaît régulièrement dans les grands films. Elle apparaît dans Black Oxen, puis Pained People, deux films qui connaîtront eux aussi un beau succès. C'est durant cette période très lucrative pour Bow qu'elle crée son premier scandale. Appelée pour jouer dans Flaming Yacht, Clara Bow n'aime pas du tout le rôle qu'on lui a donné, celui d'un garçon manqué au cœur tendre. Elle se serait alors penchée davantage sur celui de sa co-star Colleen Moore. Colleen Moore est en 1904 l'une des plus grandes stars du cinéma hollywoodien. Elle est applaudie un peu partout à travers le pays pour ses performances très souvent poignantes. Moore est payée à ce moment-là plus de 1200$ par semaine, tandis que Bow touche environ 200$. Se penchant sur le rôle de sa collègue, Clara Bow déclare à haute voix « C'est ce rôle que je veux ». Offusquée par l'attitude de Bow, Colleen Moore se serait alors dirigée vers le producteur du film, également son mari, et lui aurait demandé d'oublier les plans rapprochés de Bow. Une dispute aurait alors éclaté sur le plateau entre les deux actrices. Sous l'influence de sa femme, le producteur a finalement dû renoncer à Clara Bow pour ce film. Moore, trouvant la jeune actrice arrogante, malpolie, irrespectueuse, stupide et sans talent, est très heureuse de cette décision. Flaming Yacht sera un échec à la fois financier et auprès du public. Considéré aujourd'hui comme perdu, il n'existe qu'une seule scène de ce film disponible ayant survécu au temps. L'affaire Bow Moore est largement médiatisée et lorsque le film suivant de Moore, The Perfect Flipper, est également un lamentable échec, Bow s'exprime dans les journaux. Elle donne ses hypothèses sur les récents échecs de Moore, je cite, « Les gens sont fatigués de voir cette actrice toujours dans les mêmes rôles sans changer de jeu. Elle joue pareil tout le temps. Il n'y a rien à applaudir ici. » Fin de la citation. Cette phrase fera grand vent à Hollywood. En plus de ses réputations d'actrice solide, Bow se fait une réputation de femme qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense.
À la suite de cette première frasque, Bow est interviewée par un autre journaliste qui lui demande comment elle trouve Hollywood. À cette question, Clara Bow répond qu'Hollywood est comme un immense ring de boxe où les femmes se donnent de violents coups afin d'avoir le prochain rôle à succès, un peu comme des chats de ruelle. Ce scandale sera le premier d'une longue série qui viendra avec son succès hollywoodien. But her behavior didn't seem so funny or amusing anymore. What she was doing without realizing it was exposing the hypocrisy of all these other actresses who were putting on airs and pretending like they were so refined, and he was known to walk around saying, "Hello, I'm Clara Bow's father," especially to extra girls. Her father's presence was a constant pebble under her shoe. He did nothing for her as a child. Gossiping about somebody. To get to the truth of this persistent rumor, had actually partaken in an orgy with them. En 1924, le nom de Clara Bow est reconnu à Hollywood. Il est synonyme de prochaine grande star du cinéma, mais aussi comme étant une femme peu timide. Elle défie régulièrement l'autorité de son chaperon, Maxim Alton, qui se fait de plus en plus envahissant dans la vie de l'actrice. Bow va donc menacer de quitter Hollywood à cause de cet homme qu'elle juge zélé. Clara va donc demander à ce que son père vienne la rejoindre et ainsi la surveiller à son tour. Ayant peur que Clara mette ses menaces à exécution, la Preferred Pictures accepte cette condition et va même payer les frais de voyage à Robert Bow. Les retrouvailles entre la fille et le père sont touchantes. Clara éclate en sanglots dans les bras de son père. La famille se prendra un appartement en plein cœur d'Hollywood. Robert est très impressionné par le nouveau style de vie de sa fille qui lui achète de nouveaux habits avec ses économies. Au cours de l'année 1924, Arthur Jacobson, le premier amour de Clara et caméraman, rejoint Hollywood lui aussi. Bow et Jacobson se retrouveront dans un café et leur relation amoureuse renaîtra. Peu de temps après s'être remis en couple, Jacobson rejoint Clara dans son appartement. Selon plusieurs sources, c'est Clara Bow qui réfère Jacobson à la Preferred Pictures qui l'engage. Mais lorsque les hauts placés du studio apprennent que leur jeune vedette montante est en couple avec ce caméraman, ils congédient Jacobson. Craignant un scandale à graves conséquences, à la fois pour le studio et pour la carrière de Bow, la Preferred Pictures avait préféré congédier le caméraman. Bon, j'ai fait plusieurs recherches et j'ai lu beaucoup de choses au sujet de Clara Bow, mais j'ai pas trouvé pourquoi sa relation avec Arthur Jacobson aurait fait scandale. Si vous comprenez, vous m'écrirez, que ce soit par Podcastic ou par l'Instagram de Close Up, je trouvais ça important quand même pour la suite des choses à raconter, vous allez comprendre. Lorsque Clara apprend que son conjoint a été remercié du studio, elle entre dans une colère noire. Elle se rend à la vitesse de l'éclair à la Preferred Pictures demander des explications. Des explications qu'elle trouvera sans fondement et impertinent. Elle hurle au patron qu'ils n'ont pas à diriger sa vie privée ni à la mêler à son métier. Bow se met alors à fouiller dans les documents de la compagnie sous l'œil des patrons qui tentent de l'arrêter. Elle va finalement trouver ce qu'elle cherche, son contrat avec la compagnie. Sous l'œil attentif des hauts placés, elle déchire son contrat puis le jette au visage des hommes. Bouche bée, les patrons du studio la laissent repartir en claquant la porte violemment. Le lendemain de cette colère, le Los Angeles Times a vent de cette confrontation et a écrit « Madame Clara Bow, cette tornade terrifiante qui fera maintenant trembler tous les producteurs. Elle est peut-être arrogante et impolie, mais elle sait jouer. Ça oui. » Cet accident fera grandement réagir Hollywood et les autres actrices réagissent dans les journaux également. Des stars comme Gloria Svensson, Lon Chaney, Douglas Fairbanks et Mary Pickford conseillent à Bow d'éviter ce genre d'action, sinon elle pourrait se retrouver sans emploi pour le restant de ses jours. S'étant calmée, la Preferred Pictures la rappelle et lui demande de respecter tout de même les termes de son contrat qui finit dans moins d'1 an. Lorsque le moment sera venu, elle choisira si oui ou non elle le renouvelle. Bow accepte et tourne en 1924 dans 8 productions du studio. Puis en 1925 dans 14 productions, 6 sous l'étiquette de la Preferred Pictures et 8 sous son indépendance. Elle apparaît également à la une du Motion Picture Classic, l'une des revues de cinéma les plus lues. Dans Motion Picture Classic, on vante la jeune femme d'à peine 20 ans. On la qualifie de menace pour toute star établie.
Elle a du sex appeal, du talent, un regard ainsi qu'un jeu qu'on n'oublie pas. En 1925, la Preferred Pictures déclare faillite suite à de récents échecs. L'un des patrons du studio, Sherberg, est alors engagé à la Paramount Pictures sous une seule condition. Il doit convaincre Clara Bow de signer un contrat avec la Paramount, chose qu'il réussira. Toujours en 25, Clara Bow se sépare définitivement d'Arthur Jacobson, son compagnon. Dans les journaux et revues à potins, une source anonyme raconte que les nombreuses infidélités de Clara Bow seraient la raison de la séparation. Ces témoignages que personne ne retrouvera la source exacte déclenchent une véritable vague à scandale. On se demande avec qui Clara Bow peut-elle bien sortir le soir. On lui prête également des relations intimes avec toute une série d'acteurs du moment. Clara va tant bien que mal essayer de démentir ces rumeurs, mais l'opinion générale est déjà faite. Pour contrer ces fausses rumeurs, Clara Bow se fiance la même année à Gilbert Roland, un autre acteur. Une relation qui fera également beaucoup de bruit. En 26, Bow apparaît dans pas moins de 8 productions, dont 5 pour la Paramount Pictures. Les films qu'elle tournera avec la compagnie auront un beau succès, ce qui fait d'elle l'une des actrices les plus payantes de la compagnie cinématographique. Le 12 avril 1926, Bow signe un nouveau contrat avec la Paramount qui augmente son salaire à 750 $ par semaine, ce qui équivaut à un peu plus de 10 000 $ en 2022. C'est un montant d'argent assez important, surtout quand on pense qu'en plus de son salaire de base, Bow fait mettre une clause où elle touche une partie des profits engendrés par un de ses films. Elle fait enlever aussi dans son contrat une clause de moralité. À l'époque du cinéma muet et jusqu'aux années 40, les clauses de moralité sont courantes dans le milieu hollywoodien. Ces parties de contrat font en sorte que toute vedette signant cette clause accepte de ne pas apparaître en public accompagnée de son fiancé ou de son compagnon. Cette clause peut aussi empêcher certaines stars de se fiancer, de se marier ou encore d'avoir des enfants. Dans certains cas, dont celui de Bow, réputée pour être une femme à scandale, stipule que l'actrice ne peut pas se présenter à des fêtes afin d'éviter justement un scandale. Vous comprenez pourquoi Bow a fait retirer cette clause de son contrat. Elle voulait pleinement profiter de la vie. Suite à la signature de ce nouveau contrat, Clara Bow joue dans la comédie Man Trap, qui sera l'un des plus gros succès du studio de l'année. Elle empoche une grosse somme d'argent avec les profits du film d'ailleurs. En plus de ce succès énorme, elle devient l'un des premiers sex symboles à Hollywood. Elle n'a pas peur de montrer ses jambes et de jouer avec son corps devant la caméra. Les hommes rêvent de Clara Bow et les femmes rêvent de lui ressembler. Consciente de son succès et voyant les plans que la Paramount a pour elle, le 26 août 1926, elle fait rédiger un nouveau contrat. Dans ce contrat de 5 ans, il est écrit que son salaire grimpera tranquillement jusqu'à 4 000 $ par semaine, en plus d'empocher un pourcentage plus important des profits de ses films. Elle stipule aussi qu'elle ne va pas re-signer son contrat avec le studio à la fin de ce dernier. La Paramount sera mitigée avec ce contrat, mais Bow les menace de quitter la compagnie. Si elle quitte le studio, il est certain que l'actrice fera un nouveau scandale qui pourrait nuire à la réputation du studio. La Paramount va donc signer ce contrat. Entre 1927 et 1928, Clara Bow enchaîne les énormes succès au box-office et devient la plus grande star de la Paramount. En 27, on la surnomme la Hit Girl, suite à l'immense succès du film Hit. Une hit girl est une expression anglophone qui décrit une femme qui attire l'attention des médias de façon subite et grandiose. Une hit girl déclenche aussi des scandales à l'occasion. Ça décrit assez bien l'actrice, puisqu'en 1927, on lui prête des relations avec l'équipe de football universitaire de la Caroline du Sud, où se retrouve un futur John Wayne, une rumeur qui sera jamais ni confirmée ni démentie. En 1928, elle crée scandale à nouveau en faisant une mauvaise publicité à son dernier film, Wings. N'étant pas contente du rôle qui lui a été attribué et peu satisfaite de sa performance, ainsi que des plans de caméra à son égard, elle apparaît furieuse dans les journaux. Bow ajoute que le film n'est pas de la qualité qu'elle espérait. Elle demande presque au public de boycotter son film. C'est l'une des premières fois qu'une actrice réagit de la sorte après la sortie d'un film. Wings remportera le tout premier Oscar du meilleur film.
Quand même pas si pire pour un film qui est dit mauvais par sa star principale. Toujours en 28, elle y va d'une nouvelle déclaration à scandale. Alors qu'un journaliste lui demande d'expliquer son attitude souvent arrogante et mesquine à l'égard de ses collègues, elle répond « Les gens de ce milieu sont guindés, snobs et eux-mêmes malpolis avec le reste du monde. Par le reste du monde, je veux dire ceux qui ne sont pas de leur classe. Beaucoup de gens au final. Ils me trouvent arrogante et impolie avec eux, alors que je suis tout à fait normale. Je ne suis pas une fille de la haute, moi. Je viens d'un milieu où les gens vivent normalement, voire pauvrement. Je n'ai aucune leçon à apprendre de ces gens-là, ce sont plutôt eux qui ont à apprendre. Le respect surtout. » Fin de la citation. Cette nouvelle déclaration fera le plus gros scandale de l'année. L'une des plus grandes stars de l'époque du muet critique sévèrement les gens de son propre milieu. Bow recevra des dizaines et dizaines de lettres d'injures de la part de différents gens du cinéma. Des directeurs, des producteurs, des scénaristes, des techniciens ainsi que d'autres acteurs et actrices très mécontents de la publicité qu'elle leur a fait. Bow fera poster quelques-unes de ces lettres au Los Angeles Times afin qu'il les publie. Elle souhaite que les Américains voient le vrai visage de certaines de leurs stars favorites. Le Los Angeles Times ne va pas exécuter la demande de l'actrice par peur de représailles. Son mode de vie fait également beaucoup jaser à Hollywood. Elle est plus bohème que la majorité des stars de l'époque, elle aime déménager très souvent et se retrouve parfois dans des appartements peu glorieux. On raconte aussi que sa relation avec Gilbert Roland bat de l'aile à cause des relations adultères de l'actrice. Afin de contrer ces derniers ragots, la Paramount Pictures fait annoncer le mariage prochain du couple, mariage qui n'aura jamais lieu d'ailleurs. On ne sait pas exactement quand cette relation se termine, mais quelque part entre 1928 et 1930, le couple se sépare. Elle devient un peu le modèle de la femme dévergondée sans raison réelle, puisqu'en réalité, Clara n'est pas très attirée vers les relations intimes. Elle est plutôt, comme on dirait, une allumeuse, n'allant jamais vraiment plus loin que le flirt. Autour de l'actrice, la censure est exercée également sur ses films. Au cours de l'année 1928, plusieurs de ces films, tournés entre 1924 et 1927, se verront coupés de plusieurs passages. Clara Bow, jouant souvent le rôle d'une femme peu timide avec les hommes et qui exerce un certain pouvoir sur eux, se voit souvent offrir des scènes romantiques. Longs baisers langoureux et câlins romantiques interminables seront coupés de ces productions. Au même moment, la dernière rumeur veut que l'actrice soit en couple avec Bela Lugosi, reconnue quelques années plus tard pour son rôle de Dracula. Leur relation serait tumultueuse, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Bow aurait également mis un terme à leur relation et Lugosi aurait été détruit par cette finalité. Bien que leur relation amoureuse n'ait été que des rumeurs, il est cependant vrai et prouvé que Bela Lugosi a gardé toute sa vie un portrait de Clara Bow nue dans ses valises. Un portrait qu'il affichait même dans sa chambre à l'occasion. Ce portrait de l'actrice nue a été vendu puis égaré à la mort de l'acteur en 1926. Bela Lugosi a été marié par la suite à 2 autres femmes et selon plusieurs de ses proches, il a tenté très longtemps de rendre Clara Bow jalouse, mais sans succès. Toujours selon les proches de l'acteur, Bow aurait été le seul véritable amour de Lugosi qui l'a gardé jusqu'à la fin de sa vie. Peu de temps après Bela Lugosi, on lui prête une relation avec un autre acteur de renom, Gary Cooper. Cooper est à la fin des années 20 déjà l'une des plus grandes vedettes masculines, tous studios confondus. Bien que Cooper n'ait jamais confirmé leur relation, Bow l'a fait à maintes reprises. Selon l'actrice, les 2 acteurs auraient vécu une histoire passionnée mais assez courte qui se serait terminée subitement. Cooper était considéré comme l'un des plus beaux acteurs au monde, même chose pour Bow, et les 2 recevaient plusieurs lettres de fans amoureux et amoureuses. Le couple serait alors devenu mutuellement jaloux et aurait mis un terme à leur relation. Star du muet, Clara Bow ne fera cependant pas partie de ces vedettes qui auront de la misère à faire la transition au parlant, puisque Clara Bow aura énormément de succès également avec le cinéma parlant. Dans The Wild Party, plusieurs scènes doivent être retournées puisqu'au montage, on se rend compte que Clara Bow regarde constamment le micro placé au-dessus de sa tête. Lorsqu'on retourne ces scènes, l'actrice est énervée et anxieuse et s'apparaît à la caméra. Pour résoudre ce problème, on choisira de faire plusieurs plans des autres acteurs afin de voir le moins possible Bow à l'écran.
Bien qu'elle déteste plus que tout cette nouvelle technologie, trouvant qu'elle perd beaucoup de son charme, en 1929, elle joue dans pas moins de 3 productions. Chacun de ses films est un véritable succès en salle, ce qui garde l'actrice au top du palmarès de la Paramount Pictures. Au grand désespoir du studio de la Paramount, Clara déclare être en relation avec Harry Richman, un comédien de théâtre surnommé le roi de Broadway. Les médias écriront que la femme passe constamment son temps à alterner ses relations amoureuses. Clara Bow déclare aussi, toujours en 29, être près du point d'épuisement psychologique. Toute cette attention de la part des médias ainsi que la pression des producteurs pourrait bientôt la rendre inapte à tourner. Jusqu'en 1931, Clara Bow restera une valeur sûre pour la Paramount, qui la surnomme maintenant Crisis a Day Clara, un surnom qu'on pourrait définir comme étant Clara, celle qui fait une crise par jour. Même si elle mentionne souvent être épuisée par l'attention des médias, ceux-ci ne la lâchent pas d'une semelle. Et le studio de cinéma ne va pas l'aider non plus avec ce problème, lui faisant faire de nombreuses entrevues et apparitions publiques. Sa popularité étant toujours au sommet, elle reçoit plus de 45 000 lettres de fans chaque mois. Elle est l'actrice qui reçoit le plus de ces lettres et la Paramount doit même engager un facteur personnel pour l'actrice. Une première dans toute l'histoire du cinéma. Ces nombreuses lettres de fans sont souvent accompagnées de demandes de photos. Heureusement pour la Paramount Pictures, il ne manque pas de photos de l'actrice, puisqu'elle est l'une des stars les plus photographiées de l'époque. Chaque semaine, le studio envoie des centaines, voire des milliers de photos de l'actrice à ses fans. Parfois, Bow signe quelques-unes de ses précieux cadeaux d'un doux baiser. Après sa relation avec Harry Richman, certains journalistes annoncent que Bow se mariera prochainement avec Rex Bell, un ancien livreur pour la Fox, devenu acteur. Même s'il est vrai que Bell et Bow ont eu un certain flirt, il n'a jamais été question de mariage pour le moment. En 1930, congédie sa secrétaire Daisy DeVoe après une énième crise de nerfs. Très frustrée par ce congédiement, Daisy appelle certains médias et menace l'actrice de dévoiler ses nombreuses correspondances si 125 000 $ ne lui est pas donné immédiatement. Bow refusera et va traîner sa secrétaire jusqu'en justice. Elle remportera le procès mais va quand même demander au juge d'être clément avec son ex-secrétaire. Toute cette affaire, bien que la Paramount ait tenté de l'étouffer, fera grand bruit à Hollywood. Qu'est-ce que peuvent bien contenir ces correspondances? Serait-ce enfin la preuve de la vie frivole et libertine de l'actrice? Les journaux se posent bien des questions et émettent des hypothèses qui ruineront la réputation de l'actrice. Peu de temps après cette affaire, le Coast Reporter, un tabloïd de l'époque, publie une liste exubérante des amants de Clara Bow. Cette liste, qui n'est qu'en fait que de suppositions, nuira davantage à l'actrice. Suite à cette publication, plusieurs autres médias suivront. Certains décrivent l'actrice comme étant une prostituée une fois la nuit tombée, tandis que d'autres vont jusqu'à affirmer que Bow a des penchants zoophiles et serait aux prises avec la syphilis. Pendant que les médias écrivent toutes sortes de mensonges au sujet de l'actrice, le journaliste ayant publié la supposée liste de ses amants est poursuivi en justice par Bow. Bow apprend par l'intermédiaire d'un ami que ce journaliste a envoyé par la poste plusieurs faux documents supposés certifier cette liste. En 1930, l'envoi de documents jugés inappropriés est illégal. Elle apprend aussi que ce même journaliste a sorti un nouvel article mensonger à son sujet. Dans ce nouveau papier, le journaliste affirme que Bow participe à des orgies, à des incestes avec son père et à des relations homosexuelles, chose qui est à l'époque très controversée, et a même certains penchants pédophiles. Il écrit par la suite à l'actrice et en échange de 25 000 $, il arrêtera d'écrire à ce sujet. Le journaliste sera inculpé pour avoir tenté d'extorquer Bow et avoir distribué par la suite des documents intimes et obscènes. Sa carrière dans les médias sera terminée. Dans le même laps de temps, le père de Clara Bow, Robert, la mettra dans l'eau chaude également. Robert Bow avait finalement été engagé par la Paramount Pictures comme homme à tout faire de sa fille. Durant les tournages, Robert s'occupait de la loge de Clara, de ses costumes ainsi que tout ce qui avait un lien avec l'horaire du jour. Lorsque Clara se retrouvait devant la caméra, Robert se promène dans le studio. Durant ces moments, il passe son temps à séduire de jeunes starlettes en leur expliquant qui est sa fille et que ces jeunes stars montantes devraient tout faire ce qu'il veut si un jour elles espèrent devenir une grande star à leur tour.
En gros, il utilise l'influence et la notoriété de sa fille afin d'avoir des moments intimes avec de jeunes femmes ambitieuses. Les nombreuses aventures du père de Bow se rendront jusqu'aux oreilles de certains journalistes. En l'espace de quelques jours, toute la ville sait que Robert Bow profite de jeunes femmes en leur promettant un grand rôle futur. Lorsque les patrons de la Paramount ont vent de cette affaire, ils menacent Clara de la renvoyer si elle n'arrange pas ce nouveau scandale l'entourant. Ils trouveront finalement une entente. Robert gardera son emploi au studio, mais devra suivre sa fille partout, même lorsqu'elle se retrouve devant la caméra. À la sortie de cette énorme tempête médiatique ayant sali plus que jamais sa réputation, Clara Bow s'effondre mentalement. Incapable de travailler, la Paramount ne va pas tenter de la refaire signer en 31. Rappelez-vous, dans le contrat signé 5 ans plus tôt, Clara Bow avait fait écrire qu'elle ne va pas renouveler son contrat lorsque ce dernier sera terminé. La Paramount espérait pouvoir la faire changer d'idée, mais avec ses dernières frasques, Bow est renvoyée chez elle sans rappel. C'est difficile à imaginer à quel point elle devait être épuisée. Clara Bow devait être dans un état mental catastrophique. Elle avait une certaine force mentale parce que c'est du harcèlement et de l'acharnement médiatique ce qu'elle a subi. Beaucoup de jeunes femmes de son âge n'auraient pas passé à travers, c'est sûr et certain. À 25 ans, la carrière de Clara Bow semble terminée pour de bon. Au bout du rouleau, Clara Bow quitte Hollywood pour le Nevada avec Rex Bell en 1931. Bell ayant décidé d'arrêter sa carrière cinématographique lui aussi. La même année, il se marie à Las Vegas. Clara Bow désire maintenant se reposer. You voluntarily quit films at the pinnacle of your career. Clara Bow's career ended so early, and she was scared to death. One of the most famous people in the world. At that point in her life, Rex Bell was an answered prayer because he was sincere and loving and kind and strong, and he was a cowboy. He didn't particularly care about the movie business. In fact, he didn't like it. He wanted to get out and be a rancher. He could move her somewhere else. He could take care of her. He could protect her. So he seemed to be the answer. Après avoir quitté Hollywood en 1931, Clara Bow restera loin du monde médiatique pendant plusieurs mois. Refusant des centaines de demandes d'entrevues et d'offres pour jouer dans différents films, elle devient une recluse. En 1932, elle retourne à Hollywood où elle explique à un journaliste son nouveau rythme de vie, un rythme qui l'a aidé à retrouver sa santé à la fois physique et mentale, dormir, bien manger et faire de l'exercice. À son retour à Hollywood, elle est harcelée par tous les médias ainsi que les studios de cinéma. Les directeurs de ces studios vont directement la voir avec des contrats valant de plus en plus cher et qui touchent le million à l'occasion. Bow n'est pas très enthousiaste à l'idée de retourner dans de grandes productions. Elle revenait à Hollywood avec pour but de tourner dans quelques petits films afin de gagner quelques dollars puis de repartir au Nevada. Bow accepte cependant de jouer dans Redhead Woman, un film de la MGM. Elle tourne quelques scènes, puis le studio lui offre un contrat très payant pour plusieurs années. Devant cette offre, Bow quitte la MGM et envoie par la suite une lettre qui explique qu'elle ne terminera pas le film. Redhead Woman verra ensuite le jour avec comme grande vedette Jean Harlow, futur sex symbole d'Hollywood qui connaîtra une fin subite et tragique. Si ça vous intéresse, j'ai fait un épisode complet sur la mort de Jean Harlow. Le 28 avril 1932, Clara Bow accepte un contrat pour 2 films avec la Fox Film Corporation. Call Her Savage et Hoopla seront 2 succès monstres pour la Fox. Ce succès déclenche une nouvelle vague médiatique autour de l'actrice. Traumatisée par ses dernières années à Hollywood, Bow décide de se retirer avant de voir de nouveaux scandales à son sujet. Elle quitte à nouveau la ville et regagne le Nevada avec son mari Rex Bell. Au Nevada, Bow et Bell mènent une vie tranquille, loin de l'œil des médias. En 1934, naît leur premier fils, Tony, puis en 1938, le second enfant, George. Bow ne retournera jamais devant la caméra et se présentera que très rarement à Los Angeles. Même si en 1937, le couple ouvre le Hit Café à Hollywood, Clara n'est que très rarement sur les lieux. En gros, elle possède l'endroit et c'est à peu près tout. Le Hit Café fermera ses portes à la fin des années 40. Selon certaines sources, l'établissement aurait dû fermer ses portes à cause des nombreux problèmes de jeu de l'ex-star du muet.
Des problèmes de jeu qui auraient commencé peu de temps après les années 40 et qui auraient dégénéré rapidement au point où le couple aurait été sur le bord de la faillite. En 1944, Clara Bow commence à présenter des signes de maladie mentale. Elle devient peu à peu paranoïaque et a de plus en plus de difficultés à socialiser, même avec son mari. Rex Bell étant devenu lieutenant-gouverneur au Nevada, il doit souvent s'absenter pendant de longues périodes, ce qui est une véritable épreuve pour l'ex-actrice. Elle l'appelle constamment et lui demande un horaire précis afin de suivre ses moindres allées et venues. Toujours en 1944, alors que Bell est à l'extérieur du Nevada, Bow tente de se suicider. Certaine que son mari la trompe, elle appréhende le nouveau scandale qui sortirait dans les journaux. Dans sa note de suicide, elle écrit qu'elle préfère mourir que de vivre à nouveau sous l'œil des médias. En 1947, elle fait sa dernière apparition publique lors de l'émission radio Truth or Consequence. Lors de cette émission, elle est invitée à être la mystérieuse voix que doivent deviner les auditeurs. 2 ans après, en 1949, Rex Bell la fait admettre à l'Institute of Living of Connecticut afin de traiter ses nombreuses insomnies et de graves problèmes à l'estomac, probablement causés par un grand stress. L'Institute of Living est un centre psychiatrique de renom dans les années 40 pour posséder les meilleurs médecins, psychologues et psychiatres de tous les pays. En faisant des recherches sur l'Institut, je me suis rendu compte qu'ils étaient assez avant-gardistes dans les traitements de la maladie mentale. Eux détestaient tout ce qui était électrochoc et autres traitements complètement barbares qui étaient donnés à l'époque. Ils préféraient traiter les patients par le repos, la discussion, afin de les aider à leur faire comprendre leurs problématiques. Et après les avoir suivis, ils les aidaient aussi à résoudre leurs problèmes par la source. Je trouvais ça assez avant-gardiste pour les années 40, à l'époque où, dans les instituts psychiatriques, c'était assez rock'n'roll. À sa sortie de l'Institute of Living, on la diagnostique avec une légère schizophrénie, due probablement à son manque de sommeil. On estime aussi que la source de ses insomnies et de ses violentes crises d'anxiété pourrait être reliée à l'incident vécu en 1922 lorsque sa mère l'avait réveillée avec un couteau à la gorge menaçant de la tuer. Elle aurait vécu un traumatisme qu'elle aurait enfoui très profondément en elle, qui serait ressorti plusieurs années après sa carrière au cinéma. On lui explique aussi que le stress engendré par tous ces scandales et fresques médiatiques ont pu causer chez elle un état d'anxiété généralisé et chronique. Quand je vous disais que l'endroit était d'avant-garde, c'est de ce genre de conclusion que je voulais aussi parler. Mais Clara Bow quittera l'Institut sans accepter l'aide qu'on lui offre. Elle ne retournera jamais à la maison familiale. À sa sortie de l'Institut, elle achète un bungalow dans un coin perdu du pays. Elle quitte que très rarement son bungalow qui ne possède pas le téléphone. Elle ne répond pas non plus aux nombreuses lettres que lui envoie son mari ainsi que ses 2 fils. À un certain moment aussi, Robert Bow, son père, emménage avec sa fille dans son bungalow très modeste. Après la mort de son père en 1959, son mari va réussir à la sortir de son bungalow pour la faire déménager dans un centre où elle sera sous la supervision constante d'une infirmière, à Culver City. En 1962, Rex Bell décède et le centre où réside l'ex-actrice décide de ne pas lui annoncer la mort de son mari. Jugeant son état mental trop fragile, le centre croyait que ça aurait pu lui causer un nouveau choc émotionnel et ainsi empirer son état. Dans cet établissement, après la mort de Marilyn Monroe, un journaliste va rendre visite à Bow afin de lui demander ce qu'elle pense de la blonde sex-symbole. Clara Bow va répondre: le titre de sex-symbole est très lourd à porter lorsqu'on est fatigué et désillusionné. Fin de la citation. Ce sera la dernière entrevue accordée par l'ex-star du muet. Le 27 septembre 1965, Clara Bow décède à l'âge de 60 ans d'une crise cardiaque en regardant un ancien western de Gary Cooper. Au moment de sa mort, sa fortune est évaluée à un peu plus de 500 000 $. Clara Bow a vécu la gloire, mais elle en a aussi payé son prix. I just came back to do one more picture, and I hope that you all will like it very, very much. I would like to be known as a serious actress and not as a fit girl. And now here's the big surprise. I want you to meet the most gorgeous man in the world.
Mr. Rex Bell, my husband. Hooray! Merci d'avoir écouté Close-Up Dramatique. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.